Le 12 août 2025, à l'aube, un ultimatum fissure le Sahel. Céder 70% de l'or national pour alléger la dette offrirait un répit immédiat, mais exposerait le Burkina Faso à une perte durable de contrôle économique et de dignité symbolique. Derrière ce choix présenté comme technique que deviennent les prix, l'emploi et la capacité d'un État à décider seul, quand Ibrahim Traoré doit trancher sous pression. La vraie des questions n'est plus payer, mais choisir, avant que la ligne de non-retour ne se referme et avant que chaque arbitrage futur soit conditionné. Cette séquence promet une chose précise: montrer comment une décision budgétaire apparemment abstraite peut reconfigurer en profondeur la trajectoire d'un pays et le quotidien de ceux qui y vivent. Pour le spectateur, l'intérêt est immédiat. Comprendre, sans jargon inutile, quel mécanisme relie la dette, l'or, les choix politiques et leurs effets concrets sur l'économie réelle. En quelques heures, une négociation financière devient un test de souveraineté, puis un signal observé bien au-delà des frontières du Burkina Faso. L'enjeu dépasse le pourcentage exigé ou la logique comptable. Il touche à la capacité d'un État à conserver des marges de décision lorsque l'urgence impose des arbitrages rapides. Accepter, c'est gagner du temps, mais réduire l'horizon. Refuser, c'est préserver un levier stratégique tout en assumant des risques immédiats. Ce dilemme structure tout le récit à venir. Suivre Ibrahim Traoré dans cette séquence permet d'observer, pas à pas, comment un choix contraint peut redéfinir la relation entre ressources, pouvoir et responsabilité collective. 70%, ce chiffre, reçu à l'aube, a suffi à transformer une négociation discrète en épreuve de souveraineté nationale. En quelques minutes, il est apparu que l'ultimatum ne portait pas seulement sur un allègement de dette, mais sur le contrôle futur d'un actif stratégique. Pour comprendre la portée de ce moment, il faut replacer la décision dans le contexte burkinabé. Depuis des décennies, l'économie du pays repose sur un paradoxe persistant: une richesse aurifère abondante, mais une capacité limitée à en capter durablement la valeur. L'or constitue l'un des principaux piliers des recettes nationales, tout en étant largement exploité par des acteurs extérieurs, selon des contrats hérités d'époques antérieures. La dette, elle, s'est accumulée progressivement, souvent présenté comme le prix nécessaire pour maintenir la stabilité macroéconomique et financer les services essentiels. L'ultimatum vient percuter cet équilibre fragile. Sur le papier, convertir une part massive de l'or en marge budgétaire immédiate peut sembler rationnel. Dans les faits, la proportion exigée change la nature de l'échange. Elle ne règle pas un problème ponctuel, elle redessine un rapport de force sur le long terme. Chaque décision future, chaque renégociation risquerait alors d'être conditionnée par une perte préalable de levier. C'est dans cet espace que se situe Ibrahim Traoré. Le chiffre reçu ne décrit pas seulement une transaction, il matérialise une contrainte stratégique. Autour de lui, les premières analyses convergent rapidement. Accepter soulagerait la pression à court terme, mais réduirait la capacité de négociation future. Refuser, à l'inverse, ouvre une période d'incertitude marquée par des pressions économiques et diplomatiques accrues. Ce basculement explique pourquoi une décision administrative devient un moment politique majeur. La question centrale n'est plus de savoir si le pays peut supporter un coût immédiat, mais s'il peut préserver sa faculté de choisir sa trajectoire. À partir de là, chaque minute compte et chaque option engage bien plus qu'un exercice budgétaire. La décision ne se construit pas dans l'abstraction, elle passe par des voies intermédiaires qui traduisent un ultimatum chiffré en conséquences tangibles. Dans un bureau du ministère des Finances, une économiste pose d'abord les termes froidement. Céder l'or apporterait un soulagement budgétaire immédiat, mais priverait l'État d'un actif non renouvelable, capable de soutenir des politiques publiques sur la durée. Le gain serait réel, mais unique.
Un second regard vient du terrain. Un ingénieur des mines rappelle que les gisements ne sont pas seulement des réserves comptables. Ils structurent des régions entières, des emplois, des infrastructures et conditionnent la capacité industrielle future. Perdre le contrôle majoritaire, même partiellement, signifie aussi réduire la marge de manœuvre sur les priorités nationales, au profit d'intérêts extérieurs déjà dominants. Puis intervient une juriste moins attendue dans ce type de crise. Elle attire l'attention sur des clauses contractuelles rarement mobilisées, laissées en sommeil depuis des années. Ces marges légales, souvent ignorées dans le débat public, ouvrent pourtant des options intermédiaires. Ni soumission immédiate, ni rupture brutale. Leur simple existence change la lecture du dilemme. Ces échanges produisent un premier effet mesurable, bien que discret. Le débat quitte le terrain purement financier pour devenir une chaîne de décision, reliant droit, ressources et perception populaire. Dans les rues de Ouagadougou, les rumeurs circulent, imprécises mais révélatrices. Beaucoup ignorent les détails techniques, mais perçoivent intuitivement que l'enjeu dépasse une ligne budgétaire. À ce stade, l'impact reste surtout psychologique. Il n'y a ni annonce spectaculaire, ni chiffres définitifs. Pourtant, une bascule s'opère déjà. Un choix économique commence à redéfinir le rapport d'une société à son avenir collectif. Tout s'accélère en moins de 3 heures. À 6h30, l'ultimatum est officiellement enregistré. À cet instant précis, rien n'est visible à l'extérieur, mais la machine institutionnelle se met en mouvement. Le passage de l'hypothèse à l'action marque un avant et un après. L'événement cesse d'être une contrainte abstraite pour devenir une séquence opératoire. À 6h45, les premiers ordres sont transmis. Les sites miniers stratégiques passent sous surveillance renforcée. Les axes logistiques clés sont sécurisés, sans démonstration de force excessive. Le message est simple, le contrôle effectif des ressources devient une priorité nationale. Cette phase est volontairement discrète. Il ne s'agit pas de provoquer, mais de prévenir toute interférence susceptible de bloquer une décision souveraine en cours d'élaboration. À cette étape, une seconde étape et c'est franchi. Plusieurs canaux de communication non sécurisés sont suspendus sur des segments sensibles. Certaines entreprises étrangères perdent l'accès à des flux opérationnels habituels. Des réseaux techniques sont temporairement isolés. L'objectif n'est pas de paralyser l'économie, mais d'empêcher toute anticipation hostile ou fuite stratégique. Le rapport de force commence à se déplacer sans déclaration publique. À 7h30, les premières réactions diplomatiques arrivent. Appels urgents, messages codés, avertissements à peine voilés. Rien n'est encore rendu public, mais la pression monte rapidement. En interne, le choix est fait de ne pas répondre immédiatement. Le silence devient un outil. Chaque minute sans réaction officielle renforce l'idée que la décision ne se négociera pas dans l'urgence imposée. À 9h, la situation bascule dans l'espace public. Une image circule, prise au-dessus d'un site aurifère désormais sous contrôle étatique. Le drapeau national y est visible. En quelques minutes, les mots or, souveraineté et dignité envahissent les fils d'actualité régionaux. Ce qui devait rester une opération technique se transforme en symbole politique partagé. À midi, Ibrahim Traoré prend la parole. Le discours est court, sobre, sans détails financiers. Il insiste sur la responsabilité envers les générations futures et sur la nécessité de décider au-delà de l'urgence immédiate. Il ne parle pas de crise, mais d'opportunité historique. Ce cadrage change la lecture de la séquence.
Il ne s'agit plus d'un refus défensif, mais d'une affirmation stratégique. L'après-midi confirme cette dynamique. Les marchés réagissent, les observateurs internationaux recalculent leurs scénarios, les partenaires régionaux évaluent leur position. Ce qui n'était qu'un ultimatum devient une trajectoire engagée. Les répliques ne sont pas encore pleinement visibles, mais elles sont déjà inévitables. Dans cette succession rapide, un point se détache nettement. La décision n'a pas été improvisée. Elle s'appuie sur des protocoles préparés en amont, conçus précisément pour faire face à une pression maximale. Le passage à l'acte révèle une capacité d'anticipation rarement perçue de l'extérieur. Ibrahim Traoré n'agit pas dans la réaction pure, mais dans une logique séquencée où chaque geste vise à préserver un espace de décision. La ligne est désormais franchie. L'événement n'est plus réversible par une simple négociation. Il est inscrit dans le réel avec ses conséquences immédiates et ses ondes de choc à venir. Le point de départ est cette sombre, puis la courbe se déplace. Avant la décision, les scénarios dominants prévoyaient une perte de contrôle progressive et une dépendance accrue aux créanciers. Après la séquence d'août, trois indicateurs chiffrés permettent d'évaluer ce qui a réellement changé au-delà des discours. Le premier chiffre concerne les réserves nationales d'or. Dans le trimestre suivant la reprise de contrôle de sites stratégiques, les estimations internes font état d'une hausse d'environ 5,6%. Rapportée en valeur, cette progression correspond à près de 200 millions de dollars désormais reconnus dans les comptes publics. Cela signifie des recettes désormais captées par l'État, pas créées artificiellement. Ce déplacement est crucial car il contredit l'hypothèse d'un assèchement immédiat des marges financières. La richesse existait déjà, mais elle échappait partiellement à la capacité de décision nationale. Sa réintégration modifie la crédibilité financière du pays à court terme, sans résoudre à elle seule les déséquilibres structurels. Le deuxième indicateur porte sur la production aurifère annuelle, estimée autour de 85 tonnes. Avant l'ultimatum, près de 60% de ce volume échappait au contrôle direct du Burkina Faso, transitant par des circuits contractuels et financiers extérieurs. Après la séquence d'août, les projections suggèrent qu'environ 40%, soit près de 34 tonnes, resteraient désormais sous contrôle national. Ce basculement augmente la capacité de décision sans nationalisation intégrale. Il ne s'agit pas d'une rupture totale avec les acteurs privés, mais d'une modification de la répartition. L'État gagne un levier sur les volumes exportés, les conditions de transformation et la redistribution des revenus associés, ce qui renforce sa position dans toute renégociation future. Le troisième chiffre est le plus sensible politiquement. Les projections macroéconomiques anticipent une contraction du produit intérieur brut d'environ 3,2% à court terme, conséquence directe des tensions diplomatiques et du ralentissement de certains flux commerciaux. Cette baisse agit comme coût transitoire plutôt qu'échec structurel durable. Isolée, elle paraît sévère. Replacée dans une trajectoire plus longue, elle ressemble davantage à un prix de transition qu'à une condamnation. Les économistes proches du pouvoir soulignent que cette contraction doit être comparée à une situation antérieure déjà fragile, marquée par une croissance contrainte et une forte dépendance à l'aide extérieure. Pris ensemble, ces trois indicateurs ne racontent ni une victoire éclatante, ni un effondrement. Ils dessinent un déplacement d'équilibre. D'un côté, une perte temporaire de fluidité économique. De l'autre, un gain progressif de levier décisionnel. La hausse des réserves améliore la crédibilité financière, la reprise partielle de la production renforce la marge budgétaire future et la contraction du PIB sert d'alerte plutôt que de verdict définitif. Pour Ibrahim Traoré, ces chiffres ont une fonction précise.
Ils permettent d'ancrer la décision dans une réalité mesurable et de répondre aux critiques qui réduisent la souveraineté à un geste symbolique. La stratégie apparaît alors comme une équation imparfaite mais observable, où chaque variable peut être suivie, corrigée et rééquilibrée avec le temps. Le débat qui suit la décision se structure autour de deux lectures opposées, chacune appuyée sur des précédents crédibles. La première, portée par les analystes les plus prudents, insiste sur les risques immédiats de l'isolement financier. Selon eux, l'histoire récente montre que les États qui rompent brutalement avec leurs créanciers s'exposent à des sanctions, à une raréfaction des devises et à une détérioration rapide des conditions de vie. Le cas du Zimbabwe est souvent invoqué, une affirmation de souveraineté mal séquencée, suivie d'une perte de confiance puis d'une spirale inflationniste difficile à contenir. Dans cette lecture, la souveraineté n'a de valeur que si elle protège la stabilité matérielle minimale. La seconde position adopte une critique plus systémique. Pour ses partisans, la dépendance financière n'est pas un accident, mais le produit d'un modèle international qui limite structurellement l'autonomie des États riches en ressources. Continuer à céder sous pression reviendrait à prolonger un cycle déjà défavorable, où chaque concession réduit la capacité de négociation future. Il cite des trajectoires africaines ayant privilégié un recentrage progressif sur le contrôle interne des ressources, montrant que la rupture, lorsqu'elle est graduelle, peut produire des équilibres plus durables que la soumission permanente aux conditionnalités extérieures. Face à ces deux pôles, une troisième approche cherche à articuler prudence et rupture. Elle reconnaît la légitimité du geste tout en soulignant que le risque principal ne réside pas dans le refus lui-même, mais dans son rythme. Une transformation trop rapide peut provoquer des chocs sociaux difficiles à absorber. Une transition trop lente peut, au contraire, être neutralisée par des pressions renouvelées. L'enjeu devient alors opérationnel. Comment maximiser l'autonomie sans déclencher une déstabilisation que l'État ne pourrait contenir? C'est sur ce terrain que la réponse se construit. Les indicateurs observés montrent une perte économique à court terme, mais aussi un gain de levier décisionnel. La décision ne prétend pas abolir les contraintes extérieures. Elle cherche à les renégocier à partir d'une position moins asymétrique. L'acte n'est ni héroïque ni irresponsable. Il constitue un test stratégique, mesurable et réversible visant à déterminer jusqu'où un État peut aller sans franchir un seuil d'irréversibilité négative. Et voici l'élément qui change la lecture de toute la crise. Le bouclier AES existe. Cette information, restée confidentielle pendant des mois, reconfigure instantanément la lecture de la crise. Jusqu'ici, beaucoup supposaient que le Burkina Faso agissait seul, porté uniquement par la détermination politique d'Ibrahim Traoré. La révélation de ce protocole régional montre au contraire que la décision s'inscrit dans une architecture collective, pensée en amont, reliant le Burkina Faso, le Mali et le Niger. Ce dispositif n'est pas une alliance déclarative. Il repose sur des engagements concrets de soutien mutuel en matière de défense, de logistique et de sécurisation des ressources stratégiques. Autrement dit, l'ultimatum adressé à Ouagadougou ne concernait pas un État isolé, mais un noyau régional capable de mutualiser ses capacités. Cette coordination modifie l'équation du risque. Les pressions extérieures ne disparaissent pas, mais leur coût potentiel augmente face à une réponse synchronisée. Pour Ibrahim Traoré, cette révélation joue un rôle précis. Elle transforme une posture perçue comme solitaire en un mouvement partagé, réduisant l'asymétrie initiale du rapport de force. Sur le plan interne, elle rassure une partie de la population qui comprend que la décision ne repose pas sur une impulsion individuelle, mais sur une stratégie concertée. À mi-parcours, le sens de la séquence bascule.
Il ne s'agit plus seulement d'un refus national, mais de l'émergence d'un précédent régional susceptible de redessiner les équilibres du Sahel. Pour l'État burkinabé, la première conséquence est budgétaire et institutionnelle. La reprise partielle de contrôle sur l'or modifie la structure des recettes et crée une marge de manœuvre inédite, même si elle reste fragile. Les projections internes évoquent un potentiel de hausse significative des revenus fiscaux liés au secteur minier, ce qui permet d'envisager des priorités nationales sans recourir immédiatement à de nouveaux emprunts. Cette latitude s'accompagne toutefois d'une contrainte accrue de gestion, car chaque décision devient plus visible et politiquement engageante dans un contexte de tensions externes persistantes. Sous l'impulsion d'Ibrahim Traoré, l'État passe ainsi d'une logique de dépendance subie à une responsabilité renforcée, où l'échec comme le succès seraient désormais pleinement imputables aux choix internes. Pour les entreprises, en particulier celles actives dans l'extraction aurifère, l'impact est contrasté. Certaines sociétés étrangères ont suspendu ou ralenti leurs investissements, redoutant une instabilité juridique et une renégociation défavorable des contrats existants. D'autres acteurs, au contraire, ont engagé des discussions plus pragmatiques, conscients que le rapport de force avait évolué et qu'une adaptation était préférable à un retrait brutal. Cette phase d'incertitude pèse à court terme sur l'activité, mais elle ouvre aussi la possibilité de partenariats plus équilibrés, intégrant davantage de transformations locales et de valeurs ajoutées nationales. Le secteur privé se retrouve ainsi face à un choix stratégique plutôt qu'à une simple contrainte administrative. Pour les populations, notamment dans les zones minières, les effets sont à la fois symboliques et pratiques. La perspective d'une meilleure redistribution des revenus nourrit des attentes fortes en matière d'infrastructures, d'écoles et de services de santé. Même lorsque les projets restent à l'état de promesse, le simple fait qu'ils soient désormais débattus publiquement modifie le climat social. Le sentiment d'exclusion des richesses nationales recule, remplacé par l'idée que les ressources peuvent, à terme, bénéficier aux communautés locales. Cette attente crée toutefois une pression supplémentaire sur les autorités, car la patience sociale dépendra de résultats perceptibles. À l'échelle régionale enfin, la décision résonne au-delà des frontières du Burkina Faso. Le bouclier confère une crédibilité nouvelle aux choix opérés et réduit l'isolement redouté par les critiques. Pour les pays voisins, l'exemple burkinabé devient un point de référence observé avec attention, parfois avec prudence. Il suggère qu'une coordination régionale peut amortir les chocs extérieurs et renforcer la capacité de négociation collective. Dans ce cadre, Ibrahim Traoré apparaît moins comme un décideur solitaire que comme un catalyseur, dont l'action contribue à redéfinir les équilibres sahéliens. À partir des mêmes données de départ, trois scénarios plausibles se dessinent pour le Burkina Faso dans l'horizon des 6 à 12 prochains mois. Le premier peut être qualifié de consolidation prudente. Dans cette trajectoire, l'État parvient à stabiliser la situation après le choc initial. Les exportations d'or reprennent un rythme contrôlé, une fois les sites réorganisés et les canaux logistiques sécurisés. La discipline budgétaire est maintenue, les dépenses sont ciblées et les services essentiels continuent de fonctionner sans rupture majeure. Les tensions diplomatiques persistent, mais elles sont contenues par des négociations discrètes avec des partenaires alternatifs. La croissance reste faible, sans effondrement, et le pays gagne du temps pour ajuster ses priorités internes. Le second scénario est plus favorable et repose sur un effet d'entraînement régional. La coordination autour du bouclier AES dépasse le cadre sécuritaire et devient progressivement un outil économique. Des échanges intra-sahéliens se renforcent, certaines politiques minières sont harmonisées
et de nouveaux partenaires internationaux, notamment asiatiques, manifestent un intérêt accru pour un accès plus direct aux ressources. Les recettes issues de l'or soutiennent des investissements ciblés dans l'agriculture, la formation technique et les infrastructures de base. Dans cette configuration, le Burkina Faso se positionne comme un laboratoire régional, démontrant qu'une affirmation souveraine peut produire des dynamiques positives à moyen terme. Le troisième scénario est le plus tendu. Les pressions extérieures s'intensifient, des sanctions ciblées compliquent l'accès aux circuits des financiers internationaux et l'inflation pèse davantage sur les ménages. Les importations essentielles deviennent plus coûteuses, affectant le pouvoir d'achat et la cohésion sociale. L'État utilise alors ses leviers miniers comme amortisseur minimal, évitant un effondrement brutal, mais au prix d'une contrainte sociale plus visible et durable. Face à ces trajectoires contrastées, une recommandation analytique s'impose. Il convient de ne pas confondre incertitude et faiblesse. La capacité d'ajustement, plus que la prédiction exacte, devient l'indicateur clé. La question centrale n'est pas de savoir quel scénario adviendra, mais si les choix effectués aujourd'hui laissent suffisamment de marge pour corriger la trajectoire sans rupture irréversible. Au-delà des indicateurs macroéconomiques, la décision se traduit par des effets concrets, ressentis différemment selon les groupes sociaux. Pour les jeunes urbains, souvent confrontés au chômage et à l'incertitude, le discours sur la souveraineté déplace l'horizon des possibles. L'idée que les ressources nationales puissent financer des projets locaux nourrit des attentes nouvelles en matière de formation, d'emploi technique et d'initiatives entrepreneuriales. Ce déplacement est d'abord psychologique, mais il influence déjà les choix individuels, notamment la volonté de rester, de se former et de s'investir dans le pays plutôt que de chercher une sortie immédiate. Dans les zones minières, les travailleurs perçoivent la transition de manière plus directe. La reprise partielle de contrôle par l'État s'accompagne de discussions sur la sécurité, les conditions de travail et la redistribution. Même lorsque les changements restent limités, le simple fait que ces sujets soient désormais débattus publiquement rompt avec une longue période d'invisibilité sociale. Pour ces communautés, la souveraineté cesse d'être un slogan et devient une promesse mesurée à l'aune d'améliorations tangibles. Les ménages urbains, quant à eux, ressentent surtout les tensions. La hausse potentielle des prix, les incertitudes sur les importations et la crainte d'une inflation durable pèsent sur le quotidien. Cette inquiétude coexiste avec un sentiment de fierté nationale, créant une ambivalence marquée. Beaucoup acceptent l'idée d'un coût à court terme, à condition que l'effort soit perçu comme équitable et temporaire. Pour le spectateur, ces dynamiques invitent à un exercice simple. Observer comment une décision politique se diffuse dans la vie ordinaire, sans filtre idéologique. Se demander quels signaux concrets rendent une transition acceptable et à partir de quand l'attente se transforme en exigence. C'est dans cet espace entre espoir et contrainte que se joue l'adhésion durable. Transformer une décision politique en souveraineté durable suppose une exécution lisible et séquencée. Pour Ibrahim Traoré, l'enjeu n'est pas l'annonce mais l'enchaînement cohérent d'actions capables de produire des effets mesurables sans rupture brutale. La première étape concerne la sécurisation des ressources. Des dispositifs mixtes associant forces de sécurité et autorités civiles sont mobilisés pour garantir l'intégrité des sites miniers et des axes logistiques. Le critère d'évaluation est volontairement concret. Continuité de la production, absence de sabotage et amélioration de la traçabilité des flux. La deuxième étape porte sur la révision contractuelle. Un comité pluridisciplinaire réunissant économistes, juristes et ingénieurs examine les accords miniers existants. L'objectif n'est pas la rupture systématique, mais la renégociation ciblée, en activant des clauses souvent négligées.
La mesure du progrès repose sur un indicateur simple, la part de valeur ajoutée conservée localement, à travers les recettes fiscales, l'emploi et les investissements sociaux associés. La troisième étape vise les infrastructures visibles. Les revenus supplémentaires attendus de l'or doivent être orientés vers des projets identifiables par la population, routes dans les zones minières, centres de santé, écoles techniques. Ces investissements remplissent une double fonction. Ils améliorent les conditions de vie à court terme et renforcent l'acceptabilité sociale de la transition en reliant directement la souveraineté à des bénéfices tangibles. La quatrième étape est régionale. Le bouclier AES sert de cadre de coordination non seulement sécuritaire mais aussi économique. Harmoniser certaines politiques minières et logistiques réduit la vulnérabilité de chaque État pris isolément. Enfin, une cinquième étape concerne la mesure publique. Chaque action est associée à des indicateurs accessibles permettant d'ajuster le rythme et de corriger les écarts. Dans cette logique, Ibrahim Traoré cherche moins à accélérer qu'à maintenir la cohérence entre volonté politique, capacité administrative et attente sociale. Lorsque la tension retombe, ce ne sont ni les tableaux macroéconomiques ni les communiqués officiels qui persistent dans les esprits. Ce sont des scènes plus simples. Une discussion animée dans un bureau du ministère où une économiste avait parlé d'actifs non renouvelables. Le souvenir d'un ingénieur rappelant que les mines sont aussi des territoires vivants. La remarque discrète d'une juriste sur des clauses oubliées. Ces voix, entendues au début, résonnent désormais autrement. À Ouagadougou, le débat s'est déplacé. Il ne s'agit plus seulement de savoir si la décision était risquée, mais de mesurer ce qu'elle a révélé. Les fragilités du pays n'ont pas disparu. Elles sont devenues visibles, assumées, discutées. Cette transformation du regard est déjà un changement politique en soi. Dans cette séquence, Ibrahim Traoré apparaît moins comme un héros solitaire que comme un point de convergence. Sa décision agit comme un miroir tendu à la société burkinabé, l'obligeant à préciser ce qu'elle attend réellement de la souveraineté. Non pas une prospérité immédiate, mais la possibilité de reprendre la main sur des choix longtemps délégués. Et au fond, une idée revient, simple et exigeante. Choisir, c'est accepter un coût durable. Cette phrase résume l'instant. La valeur du geste initial ne se jugera pas à l'émotion du moment, mais à la cohérence des décisions qui suivront. C'est là que le récit reste ouvert et que le temps devient l'arbitre principal. La séquence burkinabé ne se referme pas sur une conclusion définitive. Elle ouvre un espace de discussion qui dépasse largement un pays ou une décision particulière. Ce qui se joue ici n'est pas un modèle à copier, mais une expérience en cours, observée avec attention par d'autres sociétés confrontées aux mêmes contraintes. Dettes, ressources, pression extérieure et choix collectifs difficiles. L'intérêt de ce cas réside précisément dans son inconfort. Il oblige à regarder la souveraineté non comme un slogan, mais comme une série d'arbitrages concrets, parfois coûteux, toujours situés. Pour le spectateur, l'enjeu n'est pas d'adhérer ou de rejeter, mais de comprendre les mécanismes à l'œuvre. Comment une nation négocie-t-elle sa place dans un système international contraignant? À partir de quels signaux une transition devient-elle soutenable socialement? Et où se situe la limite entre patience collective et exigence légitime? Ces questions ne concernent pas uniquement le Burkina Faso. Elles traversent de nombreux contextes contemporains, souvent moins visibles, parfois plus feutrés. Observer, comparer, discuter sans simplifier à l'excès devient alors un exercice utile. La conversation reste ouverte. À chacun désormais de se demander que signifie réellement choisir son avenir et à quelles conditions ce choix peut-il être partagé durablement.